C'était l'information du Conseil des ministres du 25 octobre dernier. L'interdiction du lotissement en cours depuis 2015 est désormais levée à travers le territoire national, sauf les communes à statut particulier, comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais est-ce enfin la solution à la crise du logement dans notre pays? Oui, répond le gouvernement qui dit avoir trouvé des mesures pour résoudre définitivement un problème qui dure depuis des décennies et non, rétorquent des organisations de la société civile qui dénoncent une précipitation peut-être alors que les questions de fond n'ont pas été réglées. Le passif foncier, le mode de gestion du lotissement qui serait à revoir. Les deux parties sont sur le plateau de controverse. Bonsoir à tous. Vous êtes à Controverse, donc, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et comme invité ce soir, nous avons M. Salifou Kaboré. Il est le président de la cellule de coordination de la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier. Avec nous, M. Daouda Ouedraogo. Il est de l'association des urbanistes du Burkina. Avec nous aussi, M. Souleymane Ouedraogo. Il est consultant et aussi conseiller de la commission ad hoc. Et avec nous, M. Paman Nebié, secrétaire général de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou en postant vos messages sur notre page Facebook, hashtag controverse RTB. Voilà, messieurs, je le disais en introduction, il y a la mesure qui court depuis 2015. Je commence par vous, monsieur Kaboré. Oui. Et le 25 octobre dernier, le gouvernement décide de lever cette mesure. Donc, si on parle d'interdiction, c'est qu'il y avait des problèmes. En levant, est-ce qu'on a trouvé les recettes justement pour régler définitivement ces problèmes? À vous. Merci Simon Bongo. Je dois d'abord dire que ce qui a amené la suspension, on pourra remarquer que depuis une vingtaine d'années, il y a des tensions au niveau des populations dans les communes par rapport à la gestion du foncier. Ce qui a amené d'ailleurs plusieurs fois le gouvernement à prendre des mesures conservatoires. Vous vous souviendrez qu'en 2011, il y a eu une suspension parce qu'il y avait des remous au niveau de la population. Cette suspension a été levée en 2012 et en 2015 encore, il fallait prendre une mesure de suspension. Après l'insurrection. Tout à fait. Ce qui a justement fait que l'Assemblée nationale s'est saisie du problème et a mené une enquête parlementaire, a déposé le rapport assorti de recommandations. Il faut préciser que c'est dans quelques communes seulement. Dans 10 régions, 14 communes. Ok. Donc, le rapport a été transmis au gouvernement pour mise en œuvre. Alors, le gouvernement a mis tout de suite en place la commission interministérielle ad hoc chargée de l'appurement du passif du foncier, qui est composée des ministres en charge de la gestion du foncier. D'ailleurs, je dirais que la dite commission est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et cette commission est composée, comme j'ai dit tantôt, des ministres. Et la cellule a été créée, qui est composée des représentants des ministres impliqués et qui était chargée de superviser les travaux. Il faut dire aussi que le processus participatif qui a été mis en place était de permettre aux populations de déposer leurs plaintes assorties de propositions de solutions. Et pour ce faire, on a mis 48 commissions ad hoc dans la partie auditée par l'enquête parlementaire. Je dis en passant que l'enquête a concerné la période 1995 à 2015. Donc ces commissions avaient en charge de recueillir les préoccupations des populations, de les traiter en faisant des propositions. Ça allait remonter jusqu'au niveau de la cellule de coordination qui allait analyser les propositions faites
si c'était en cohérence avec les textes juridiques et si les propositions étaient réalistes et réalisables. Cette période de recueil des requêtes, c'était au mois d'août 2017. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés, en ce sens que les commissions, justement, au niveau de Ouagadougou, surtout de Ouagadougou, n'ont pas eu suffisamment le temps, non seulement pour enregistrer et traiter, parce que, soit dit en passant, on a enregistré plus de 115 000 dossiers sur la zone concernée. Et Ouagadougou seul comptait 78 000 dossiers. Donc il était difficile pour les commissions, comme je disais tantôt, de procéder à l'enregistrement, au traitement, etc. Alors, M. Kaboré, ça, ce sont les préalables. La question qu'on pose pour permettre que le débat s'installe, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la solution? Alors, justement, je voulais dire que l'appurement du passif du foncier urbain et la levée de la mesure sont liés, mais quand on regarde de près, il y a des différences. Parce que l'appurement... C'est deux sujets qu'on va aborder différemment. Oui, partons avec la levée. Après, en deuxième partie, on parlera... Non, je ne parlerai plus tellement de l'appurement. Je veux dire simplement que l'appurement, c'est des problèmes posés qui sont là, qui sont figés. Je peux dire, si je peux dire, des problèmes statiques. Mais qui ont quand même provoqué l'interdiction. Comme on va revenir. Oui. Par contre, la levée, c'est pour permettre des opérations futures. Donc là, on parle de l'avenir, alors que l'appurement, c'est le passé. Absolument. Voilà. Oui, mais on parle de l'appurement justement à l'instant. Est-ce que vous avez trouvé les recettes nécessaires pour permettre que les opérations à venir puissent se dérouler dans les meilleures conditions? Il faut dire déjà que les opérations... Pour ne pas retomber clairement à ce qu'on a connu avant. C'est pour dire que les opérations, depuis un certain nombre d'années, il y a des textes qui encadrent ces opérations. C'est parce que, de par le passé, la gestion, la gouvernance dans le domaine était défaillante. Pour dire clairement, les textes n'étaient pas appliqués. C'est ce qui a conduit à ce qu'on a connu. Alors, actuellement, avec la levée, nous avons fait des propositions. C'est ce qui va nous permettre de débattre. Par exemple, on va parler comme c'est le mot lotissement qu'on aime. Pour le lotissement futur, il n'y aura plus, nous suggérons qu'il n'y ait plus de recensement systématique avec paiement d'argent. Parce qu'on a constaté dans le groupe de problèmes qu'il y a beaucoup qui avaient contribué au recensement, qui détenaient des reçus et qui n'avaient pas de parcelles. Ensuite, pour le lotissement, il faut que le financement soit clair. Il n'y aura plus de contribution au lotissement. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est les populations qui contribuaient, qui 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, et cette somme servait à réaliser l'opération. Or, vous savez, en matière d'argent, à un moment donné, on ne résiste pas. On prend plus qu'il y a de disponible. Et là également, on a constaté que beaucoup de problèmes venaient du fait que des gens ont des reçus de contribution au lotissement, mais ne sont pas satisfaits, n'ont pas de parcelles. Donc, à ce niveau, il faut que s'il y a contribution, que ce soit après. Donc, la commune, l'initiateur ou la commune qui va réaliser son lotissement devrait trouver les moyens pour faire son lotissement. Je dois dire aussi que le lotissement doit répondre à un besoin. On ne devrait plus lotir parce qu'on a de l'espace, mais on lotit pour répondre à un besoin réel. Si je peux continuer, les propositions sont nombreuses. Je vais vous arrêter là. Je donne la parole à l'autre camp parce que ça fait un bout de temps que vous parlez. Monsieur Ouedraogo, vous êtes urbaniste. Réagissez déjà à ce qu'il vient de dire. Sa première solution... Oui. C'est vrai, les lotissements ont été suspendus. Il y a eu des situations qui se sont produites et qui ont conduit à la suspension de ces opérations de lotissement. Et nous, urbanistes, nous pensons que le problème même se situe à un autre niveau. Alors, c'est-à-dire quel est l'objectif d'un lotissement? Qu'est-ce qu'un lotissement? Et je pense que si on n'arrive pas à bien cadrer le terme, l'opération de lotissement, on peut avoir des confusions. Pour nous, urbanistes,
Le lotissement, c'est d'abord pour objectif de créer des conditions, un cadre de vie où les populations peuvent vivre de manière décente et avoir accès à des logements décents. C'est-à-dire un cadre de vie aménagé, viabilisé et où effectivement chacun peut construire son logement décemment. Alors, cet objectif est repris dans le code de l'urbanisme qui définit le lotissement comme une opération de division d'un terrain nu en plusieurs lots, c'est-à-dire ça peut être 2 lots, 3 lots. À plus de 2 lots, déjà, on parle de lotissement. Mais viabilisé. Alors, c'est quoi vous appelez viabiliser? Viabiliser, ça veut dire que la préoccupation, c'est de faire en sorte que les populations puissent avoir accès à l'eau potable, puissent avoir accès à l'électricité, puissent avoir des conditions d'assainissement de leur terrain par rapport aux eaux pluviales et même la gestion des déchets. Ça doit être pris en compte dans ce qu'on appelle viabilisation. C'est vrai qu'on ne peut pas tout viabiliser, mais le ministère a défini des niveaux de viabilisation qui doivent permettre effectivement de créer, en tout cas, de meilleurs cadres de vie. Et ça, depuis 2006, avec l'adoption de la loi portant code de l'urbanisme, le lotissement est défini comme ça. Ce qui a amené les problèmes aujourd'hui, et ça, il faut répartir sur les, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Les lotissements aujourd'hui ont été conçus au Burkina comme si c'était des opérations de bornage de terrain. Les maires ont évalué à l'époque, depuis les années 95, le lotissement comme l'opération de financement du bornage et qui consiste à faire le lotissement et aller implanter les bornes et distribuer des parcelles. Alors que ça, c'est une partie du lotissement. Il y a aussi que pour lotir, il faut de la planification. Pour lotir dans une zone, il faut avoir la vision d'ensemble du devenir de la ville avant de dire on lotit cette partie pour ouvrir cette partie, cette portion du territoire à l'urbanisation dans une vision d'ensemble. Ce qui a manqué dans tout ce qui s'est passé au Burkina depuis le début de l'urbanisation. Parlons futur, parce que... Oui. C'est de sorte qu'aujourd'hui, oui, nous pensons que s'il faut suspendre, la suspension devait permettre de réfléchir au lotissement dans toutes ses formes et reprendre dans l'objectif effectivement de satisfaire les besoins des populations. Et nous pensons qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous n'avons pas encore vu d'éléments concrets qui montrent qu'on va reprendre et qu'on va reprendre dans les meilleures conditions. Parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et si on reprend, aujourd'hui, effectivement, on a classé le problème à 2 niveaux. Il y a l'appurement du passif et il y a aussi l'ouverture des lotissements. Et ces mêmes lotissements vont entraîner encore des passifs à régler, qui vont s'accumuler avec le passif qui n'est pas encore réglé. Monsieur Nebier, c'est aussi ce que vous pensez? Oui, absolument. C'est cela au niveau de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. Notre position est quand même claire par rapport à la question de l'appurement du passif. Nous ne comprenons pas qu'on fait le constat qu'il y a des problèmes au niveau des opérations de lotissement. Quand vous lisez le rapport des États généraux de lotissement de 2013, il est écrit clairement que 90% des tensions sociales étaient liées à cette question de lotissement. Et donc les lotissements étaient très mal gérés. Ce n'était pas du tout en faveur d'une bonne organisation de la ville. Ce n'était pas pour que les populations puissent avoir accès à la ville. Et les exemples sont très légion. Et aujourd'hui, les mêmes raisons donc, qui ont prévalu à la suspension prévalent aujourd'hui, demeurent. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, sans avoir fait l'état des lieux sur ce qui s'est passé, on décide comme ça d'aller de l'avant, alors que, moi je ne sais pas, on parle d'urbanisme. Comment on peut construire une maison sans soubassement, sans une fondation? Pour moi, ça va poser problème. Et comme il l'a dit, vraiment dans les mêmes conditions, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, M. Ouedraogo, les mêmes causes vont produire les mêmes effets parce que il est évident que tant qu'on n'a pas résolu les problèmes existants, il est impossible d'avancer. Merci, M. Simon Congo. En réalité, leurs propos sont trop pessimistes parce qu'il y a quand même une évolution notable de la situation.
Et si vous prenez la levée de la suspension, elle concerne toutes les autres communes en dehors de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui consolide leurs propos? Non, laissez-moi venir. Parce que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avaient été déjà suspendus par les États généraux sur le lotissement en 2013. En 2013, les États généraux sur le lotissement, c'est en 2013. Donc on les avait déjà suspendus, ces deux villes-là. Parce qu'il y avait trop d'excès et il y avait eu une malgouvernance avec l'interférence du politique. Et donc il y a eu une très grande agglutination de ces problèmes. Dans les autres communes, vous avez des communes qui n'ont même pas encore eu de lotissement. Ce que le représentant de l'ordre des urbanistes du Burkina Faso dit, c'est très vrai. Et les lotissements doivent être prescrits par les schémas d'aménagement et d'urbanisme ou par les plans d'occupation des sols. Et je crois que ces dernières années, l'État s'est attelé à doter les communes de ces outils de planification. Il n'y a jamais eu une période où un effort budgétaire a été fait, autant que ces temps-ci, pour cela. Je crois que le représentant des urbanistes est là, le conseiller technique du ministre est là. Ils sont tous d'accord que des efforts sont faits dans ce sens. Alors maintenant, un autre élément d'importance dans l'évolution de la situation, et vous savez que le contexte politique a changé. Et avec l'insurrection, la société civile s'est également plus aguerrie. Elle suit plus les problèmes d'aménagement et surtout de logement. Donc ce n'est pas du tout le même contexte que la période qui a été décrite. Disons que la période qui a été décrite là, 1995-2015, porte même les tares des lotissements populaires de la Révolution. Le problème de fond, c'est qu'on lotit même sans informatiser. Donc au Burkina, on ne sait pas qui a quoi en matière de lotissement. En conséquence, il y a des gens qui ont 100 parcelles, 50 parcelles, d'autres n'en ont pas du tout, et on ne peut même pas savoir qui a ces 50 ou ces 100 parcelles. Je crois que c'est l'ensemble de ce manque de précaution qui explique en partie la situation que nous avons vécue. Monsieur Nebier, M. Ouedraogo dit que votre position est très pessimiste. Oui, il peut le dire comme ça, mais nous pensons que c'est quand même le constat que nous faisons aujourd'hui. Le constat, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de parcelles, qui n'ont pas de toit, alors qu'ils en ont droit. Et ça, c'est parce que les opérations ont été très, très mal gérées. Et quand vous regardez le rapport d'enquête parlementaire, le problème du logement ne se pose pas qu'à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et ce même rapport d'enquête parlementaire n'est pas étendu à toutes les villes de Burkina Faso. Quand vous prenez la ville de Gawa, par exemple, où nous avons des camarades qui sont là-bas, qui revendiquent des audits clairs, des audits sérieux sur la gestion des lotissements, vous dites à ces gens-là, on ne va pas faire, comme on appelle ça, on ne va pas apurer le passif, on ne va pas faire des investigations, on va aller comme si de rien n'était. Ça pose problème. Nous sommes dans un état de droit. Normalement, chacun de nous doit travailler à ce qu'il y ait justice, à ce que ceux-là qui ont été évincés injustement lors des opérations de lotissement puissent entrer en possession de leurs droits. Il y a aussi la question des contributions au lotissement. Moi, je ne peux pas comprendre. Vous avez pris de l'argent avec les populations, vous les avez recensés, vous connaissez leurs normes, vous avez pris de l'argent pour cela, pour faire des opérations de lotissement, et au bout du compte, ils n'ont pas eu de parcelles. Mais finalement, vous pensez que ce problème peut être géré comment? C'est leur droit.
Et bon, quand on nous dit que ces lotissements de la période, comment on appelle ça, que couvre 95-2015, portent l'état des lotissements populaires de la Révolution, bon, c'est peut-être vrai, mais je me dis que aussi il faut qu'on soit réaliste. On va vous dire que c'est quand même ces lotissements ont permis aux gens d'avoir accès à la parcelle beaucoup plus que les lotissements qui se sont succédés par la suite. Voilà, ce qui veut dire que c'est une question de gestion et les autorités actuelles sont comptables. Monsieur Kabouré, Monsieur Nebier vous interpelle parce que on décide de lever effectivement la suspension dans les autres villes sans pour autant investiguer et voir exactement si les mêmes problèmes qui se passent à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ne se retrouvent pas dans ces communes-là. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un problème? Ce que je voudrais dire, c'est que déjà au niveau de l'enquête parlementaire, il y avait 82 recommandations constatées dans les irrégularités. La commission interministérielle ad hoc, dans son travail, a identifié aussi, il y en a qui se chevauchent, mais a identifié 70 types de problèmes. C'est pour dire que aujourd'hui, pour ce qui concerne le passif, nous avons fait des propositions, que ce soit pour les villes auditées ou les villes qui n'ont pas été auditées, les recettes des solutions seront les mêmes. Je disais aussi tantôt que le lotissement, par rapport à la levée, le lotissement, il ne faudrait pas qu'on continue à le faire comme on a vu par le passé. Il suffit qu'il y ait de l'espace, on pose les bornes et on... Alors, les contributions, justement, on a vu ça comme un problème qui fait que certaines personnes ne pouvaient pas accéder parce qu'il fallait avoir 100 000. Et comme j'ai dit, quand on prend l'argent en amont, à un moment donné, ça pose des problèmes. C'est pourquoi la proposition est aujourd'hui de faire en sorte qu'une commune qui veut lotir devrait trouver les moyens de faire son lotissement, quitte à répercuter maintenant, après attribution, la contribution au lotissement. Ensuite, le lotissement, comme il a dit, doit être prévu dans les documents de planification. Je fais un clin d'œil aux urbanistes qui ont fait un bon boulot, parce qu'aujourd'hui, les 12 capitales régionales du Burkina ont leur schéma directeur. Et, 13 capitales régionales. 13 capitales, 12 parce que Ouagadougou, ce n'est pas encore adopté. Les 12 sont adoptés. Et les communes chefs-lieux de province, progressivement aussi auront. Et dans ces schémas, il est prévu la programmation des lotissements sur une période de 10-15 ans. Il y a des villes aujourd'hui où pendant 10 ans, ils n'auront plus besoin de lotissement. C'est pourquoi dans nos propositions, nous avons dit qu'il faut accélérer, poursuivre et accélérer l'élaboration de ces documents-là. Alors, donc, vous dites quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dit qu'à partir de demain, dans toutes les communes du Burkina, on peut commencer à lotir. Justement, la levée ne veut pas dire justement allez-y lotir. Et ensuite, même si c'est le cas, il faut dire que le lotissement est bien encadré, puisqu'il faut une autorisation signée par arrêté conjoint signé des deux ministres, celui de l'urbanisme et celui de l'administration territoriale. Et l'autorisation, la demande est faite sur un formulaire où il y a des critères. Si par exemple, pour les communes qui n'ont jamais eu de lotissement, là, c'est l'État qui intervient pour le premier lotissement. Il n'y a jamais eu de problème. Maintenant, les communes qui veulent faire des extensions en termes de lotissement, il est dit qu'il faudrait d'abord que le premier lotissement ait plus de 80% de ces parcelles mises en valeur. Sinon, on ne devrait pas autoriser. Ensuite, comme je disais tantôt, le financement. Voilà un certain nombre de critères que si aujourd'hui on les respectait avec les textes, je pense qu'on ne verrait plus ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y a des spécialistes sur place dans ces communes dont vous parlez
pour pouvoir justement suivre et encadrer, parce que vous le dites, les premiers lotissements, c'est le ministère qui intervient directement. Mais quand il s'agit de la commune qui doit justement mener l'opération, comment ça se passe? Il y a la déconcentration des ministères impliqués dans la gestion du foncier au niveau des régions, au niveau des provinces. Qui eux aussi sont capables de rentrer dans le moule et puis de prendre un certain nombre de parcelles. Qui peuvent jouer le rôle d'appui conseil. Non, pas faire ce que le maire veut. Je veux dire que la déconcentration va permettre d'appuyer les collectivités justement dans le processus des aménagements tels que le lotissement. Voilà. Monsieur Ouedraogo, est-ce que ça vous rassure? Bon, c'est comme ce que j'ai dit, hein, nous avons une vision beaucoup plus globale que le lotissement. La préoccupation pour nous, c'est la ville. Quel type de ville nous voulons? Quand je prends le cas des villes où on n'a pas levé la suspension comme Ouaga et Bobo, parce que nous constatons que la mesure a été, la suspension de 2015 n'a pas été suivie d'une mise en exergue du phénomène de l'habitat spontané qui continue à se densifier. Et la société civile, quand il revendique les parcelles, quand on parle de lotissement, quand on parle de trucs, c'est ceux qui sont déjà dans les zones d'habitat spontané, qui sont en quête de parcelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce phénomène a pris tellement de l'ampleur que l'on se pose des questions sur comment on va régler justement ce problème. Parce que la suspension devrait être accompagnée de mesures justement visant à interdire l'occupation des zones d'habitat spontané. Ça fait partie des recommandations des États généraux sur les lotissements de 2013. Okay. Malheureusement, effectivement, on a suspendu les opérations de lotissement, mais les gens continuent de se doter de terrains, pas de terrains lotis, mais par l'habitat spontané. Et ça pris tellement de l'ampleur. Les sociétés immobilières continuent aussi de s'accaparer les terrains agricoles. Ce phénomène est accompagné aussi par justement le phénomène d'accaparement des terres par les sociétés de promotion immobilière qui aujourd'hui ne sont pas souvent autorisées, mais continuent d'exercer, de pratiquer et de faire des aménagements dans les zones périphériques. Et aujourd'hui, Ouagadougou, aujourd'hui, même si on dit le lotissement est suspendu, l'occupation spatiale se poursuit. Et je sais qu'en 2011, Ouagadougou était loti à 70%. Il restait 30% de non-lotis sur l'espace de Ouagadougou. Mais aujourd'hui, d'espace naturel qui était réservé à l'agriculture, aujourd'hui, ces 30% sont occupés par l'habitat spontané. Donc, si on veut parler de lotissement à Ouagadougou ou pas, ce qui est sûr, les gens sont déjà installés. Et ce sont ces populations qui cherchent maintenant une solution. C'est ça qu'on attend du ministère, de nous les urbanistes. Et il faut qu'on aille vers les solutions parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la stratégie, mais à l'action. Oui, mais l'action qu'ils ont proposée, ils ont donné un certain nombre de propositions. C'est ce qu'on veut justement que vous critiquez avec l'œil du spécialiste. Bon, qui dit qu'aujourd'hui, les autres communes où, par exemple, la mesure est levée, voilà, elles peuvent continuer à lotir. Oui, ça, c'est comme M. Ouedraogo a dit, les lotissements, aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort au niveau du ministère de l'Habitat pour qu'un certain nombre de communes soient dotées de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Notre préoccupation, c'est que les lotissements soient conformes à ces outils. Alors, il faut aussi savoir qu'en matière d'urbanisme, il faut de la rigueur. Parce qu'il ne faudrait pas qu'avec cette suspension, on se retrouve avec des communes qui n'ont même pas de schéma directeur et qui commencent à entamer des opérations de lotissement. Bon, il y a des questions aussi qu'on se pose, c'est sur le Grand Ouaga. Parce que Ouagadougou n'est pas concerné. Est-ce que le Grand Ouaga, qui englobe des communes autour de Ouagadougou,
sont concernés par la mesure, oui ou non? Parce que le Grand Ouaga, il y a des communes périphériques. Parce qu'on voit des communes comme Silga qui viennent lotir dans les environs de Ouagadougou. Exactement. En reculant, Saba, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce sont ces communes qui sont effectivement, comment on appelle, qui connaissent le phénomène d'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers. C'est Assamba, c'est Bassienko, c'est ainsi de suite. Et là, le problème qui va se poser, c'est qu'au moment où on va commencer à regarder sur cette saison, en fait, on va se retrouver avec un tissu spatial entièrement occupé, de manière anarchique, mais aussi par des promoteurs immobiliers qui sont en train de... Monsieur le ministère, qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Je veux dire que... Quand l'heure viendra justement de lotir, alors qu'il y a des communes qui sont déjà pratiquement occupées par plusieurs phénomènes, accaparement de terre, habitat spontané, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là alors que c'est occupé? Oui, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, la suspension est toujours au niveau des deux communes à statut particulier, Ouagadougou et Bobo. Ouagadougou, donc les 6 communes rurales de la province du Kadougou ne font pas partie de la commune de Ouagadougou. Comme il est dit, le Grand Ouaga, effectivement, ces communes-là sont dans le Grand Ouaga. Malheureusement, bon, le schéma n'est pas encore adopté. Qui fait que si, par exemple, dans une commune, sans document de planification, les terres qui sont là sont considérées comme des terres rurales. En ce moment, quand on acquiert ces terres-là, si c'est considéré terre rurale, c'est pour de la production ou de la conservation. Donc, en principe, ce ne sont pas des terres destinées à de la promotion immobilière, puisque la promotion immobilière est une activité en milieu urbain. Donc, c'est pourquoi, justement, on a demandé d'accélérer l'élaboration des documents des différentes communes pour contenir, comme il l'a dit, le développement de ces villes-là. Monsieur Kaboré, si moi j'ai 5 hectares à Saba, à l'heure actuelle, la mesure a été levée à Saba, la mairie de Saba décide de lotir dans sa localité. Moi j'ai déjà acquis ces 5 hectares. Qu'est-ce qu'on fait de moi? Vous avez des papiers, des titres d'occupation régulièrement établis. Tout dernièrement, il y a eu la loi sur les PAP, les personnes affectées par les projets et programmes, qui prévoit les modes de dédommagement. En ce moment, on va vous exproprier et vous dédommager comme il est prévu. Si l'utilité publique est déclarée, vous avez 5 hectares, et on réalise le schéma. Et déjà, si vous avez 5 hectares dans une commune qui n'a pas de schéma, quand on va réaliser le schéma, il faudrait d'abord purger ces droits-là, comme je dis tantôt, et ce qui va consister à vous exproprier, à vous dédommager pour libérer l'espace afin que la commune puisse réaliser l'opération qui est prévue. Monsieur Nebié est en train de... Oui, alors, moi je pense que quand à écouter monsieur Kaboré, c'est comme si on a adopté de nouveaux textes pour régir les opérations de lotissement. C'est les mêmes textes, vous fonctionnez toujours avec les mêmes textes. La RAF de 2012, la RAF portant foncier rural de 2009, la loi sur la promotion immobilière de 2008. 2009, c'est pour le... Foncier rural, j'ai dit. Oui. Oui, c'est ça. J'ai dit la RAF de 2012, et puis le foncier rural de 2009, la loi portant promotion immobilière de 2008. Vous fonctionnez toujours avec ces mêmes textes-là. Ce sont ces mêmes textes qui organisent l'occupation des terres, plus le code de l'urbanisme et de l'habitat. Alors, il faut qu'on ait un langage de vérité à l'endroit des populations. Alors, pour moi, quand vous parlez de la cellule de coordination, vous avez fait des recommandations
au même titre que l'Assemblée, le rapport d'enquête parlementaire en a fait. Bon, l'Assemblée nationale a fait des sorties de terrain. Sa commission a fait des sorties de terrain. Vous ne l'avez pas fait. En quoi ça représente un travail sérieux d'investigation qui va permettre de situer les responsabilités, de faire en sorte que ceux qui ont été brimés soient rétablis dans leurs droits. Monsieur Ouedraogo, d'abord. Également, il termine, oui. Également, il y a un terme que nous refusons. Quand on qualifie les zones non loties de zones à habitat spontané, non, ce n'est pas ça. Les habitats spontanés, vous pouvez les retrouver au Mexique, excusez-moi du terme, au Mexique, où les gens investissent des lieux sans négociation, sans approche auprès des propriétaires terriens. Ils investissent les lieux et puis ils construisent leur habitat. C'est ça l'habitat spontané. Chez nous, ce n'est pas ça. Il y a tout un processus. Les gens approchent les propriétaires terriens, des villageois, des chefs de terre, et qui leur donnent la terre. Ils ne donnent pas gratuitement. C'est moyennant quelque chose. Donc, on vient de dire qu'on va interdire cet habitat-là, alors même que ce qui devrait être fait pour que les gens aient leur logement n'est pas fait. C'est toujours des détournements massifs de parcelles pour des gens. Je pense que ça ne peut pas aller. Les outils de planification, ça a toujours existé. Même quand vous regardez dans le rapport d'enquête parlementaire, vous allez voir quelque part qu'il y a des structures, des sociétés de promotion immobilière d'État qui ne respectent même pas ces outils-là. Quand vous prenez la Sonature, qui occupe, je crois, le lot 586 d'une bande verte, ça se ressemble à quoi? Ce n'est pas un travail sérieux, ça. Oui. Répondez, allez-y. Je veux dire à Monsieur Nébier que le travail de la cellule, de la commission interministérielle était un travail de terrain. Si vous m'avez écouté, j'ai dit qu'on a mis 48 commissions dans les communes et chaque population qui avait un grief ou un litige sur le foncier prenait sa feuille de demande, décrivait le problème, proposait des solutions et transmettait à la commission. Il y a eu des organisations de la société civile qui nous ont envoyé des correspondances pour nous faire des propositions justement. Ils n'ont pas de plainte, mais ils ont proposé par rapport à leur vécu sur le terrain. Donc il y a quand même un travail de terrain, c'est ce qui nous a permis de regrouper en 70 types de problèmes. Nous avons Allez-y. Nous avons des camarades qui ont pris part à ces travaux de la commission, des commissions ad hoc au sein des mairies. Il n'y a pas eu de travail de terrain. Justement. Vous n'êtes pas sorti sur le terrain. Voilà, M. Simon, c'est à Ouagadougou, par exemple, voilà. Vous ne pouvez pas nous dire dans tel ou tel quartier que vous avez été sur le terrain, vous avez vérifié et les populations vous ont... Vous ne m'avez pas suivi, justement. Okay. Quand je vous ai dit qu'on a mis les commissions en place et les commissions avaient 1 mois, oui. Le temps n'a pas été suffisant. C'est parce qu'on n'a pas pu poursuivre. Sinon, pourquoi on a levé et maintenu à Ouaga et Bobo? C'est pour poursuivre cette opération inachevée. Actuellement, les 78 000 dossiers au niveau de Ouaga sont entassés. Et vous allez vous déplacer sur le terrain? Les commissions qu'on va mettre en place, il y a des commissions qu'on va mettre en place où la société civile sera observateur. Ces commissions-là auront pour tâche justement de reprendre les dossiers qu'ils n'avaient pas pu traiter l'année dernière et les achever en faisant quoi? En tranchant. Mais il y a le cas de Koudougou. On parle de... Bon, ça ne va pas être un dialogue, il faut permettre à M. Souleymane Ouedraogo d'intervenir aussi, puisque vous êtes conseiller de la commission. C'est pour assurer M. Nébier que le travail de terrain a effectivement eu lieu, puisque, comme il le dit, il a des camarades membres des commissions, pas de Ouagadougou seulement, mais sur tous les territoires, puisque le processus devait être pris à la base. Ces commissions ad hoc d'appurement, d'arrondissement et de communes. Donc tous les arrondissements, toutes les communes ont eu ces commissions. Les communes concernées par l'enquête parlementaire. Mais je vais aussi dire que
Monsieur Nebié a raison de dire, même si en 2013, les États généraux ont préconisé la suppression des zones d'habitat spontané, le gouvernement était déjà tenu par ONU Habitat, qui a une directive sur la sécurité d'occupation foncière, c'est-à-dire que ces populations qui occupent ces zones investissent. Et si on détruit, on les appauvrit. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est depuis 1973 que le Burkina a abrité le premier chantier école de ce qu'on appelle aujourd'hui la restructuration. La restructuration, elle a commencé à Sissé en 1973. Là, nous rentrons de plein pied, on revient sur voilà, la donc c'est pour lui dire... Le temps avance très vite. Absolument, donc allez-y. C'était simplement pour lui dire qu'il n'est pas peut-être pas nécessaire de détruire, c'est puisque le lotissement suppose un terrain nu. La restructuration, elle peut concerner une zone nue, mais elle peut concerner aussi une zone déjà habitée, comme Sissé, et comme Ouagadougou Nossé en 82, comme Sessorobougou à Bobo, Gawa, et puis de plus en plus, quand une zone est déjà occupée, l'État cherche à introduire dans cette zone des équipements et des conditions pour améliorer la vie des populations, enlever des voies, prévoir des emplacements pour les écoles, les dispensaires, etc., sans être obligé de tout détruire et de ramener les gens en arrière. Monsieur Ouedraogo, la restructuration dont il parle, est-ce qu'aujourd'hui c'est la solution pour apurer justement ce passif-là? Oui, je voulais aller dans le même sens que ce que le doyen a dit par rapport aux opérations pilotes qui ont eu lieu ici au niveau du Burkina, la zone de Sissé dans les années 76. On connaît le résultat aujourd'hui. Le quartier Sissé aujourd'hui, en termes de viabilité, d'urbanité, ce n'est pas réluisant. Les nouveaux quartiers qui ont été lotis en 85 sont plus accessibles et plus viabilisés que ces quartiers de restructuration. Mais il faut dire que il y a eu le débat à un moment donné sur les différents lotissements et restructuration. Nous, urbanistes, nous savons que pour régler ce problème, comme ça s'est passé dans les années 85, au moment des lotissements dits commando, en réalité, c'était les deux opérations. Parce que quand on fait une restructuration, ça demande de l'espace pour recaser. La restructuration, pour que la restructuration puisse être opérationnelle, ça suppose qu'on ait une trame urbaine qui est cohérente, qui fonctionne, et que ça touche des maisons qui existent. Il faut des équipements. Je connais, la restructuration a été faite dans les années 85 par les CDR de l'époque, et la zone de Tanguay, moi je viens de Tanguay, et il y a eu une opération de restructuration, mais à côté il y a de l'espace pour les recasements. Et ça, en fait, c'est les deux opérations qu'on mène de manière simultanée. Parce que dès qu'on a fait des départs de population, il faut les recaser à côté. Donc c'est les deux opérations qu'il faut. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe sur le territoire de Ouaga ou du Grand Ouaga, ou même le cas de Bobo, la question qui nous inquiète, nous, planificateurs, c'est le devenir de ces villes. Si on se projette dans le temps et dans l'espace, on se rend compte que le Grand Ouaga aujourd'hui est déjà occupé. En termes d'habitation, c'est déjà occupé. Et donc, on ne peut même pas parler de lotissement, surtout pour le cas de Ouaga, dans ses limites, parce que c'est déjà occupé. Il faut envisager des restructurations. Restructuration dans la logique de ce qui a déjà été fait, ce n'est pas nouveau. Et puis faire en sorte qu'il y ait de l'espace pour recaser les populations qui sont demandeurs de parcelles. Et ça, on est dans cette situation parce qu'on n'a pas eu la vision depuis. Tout le monde se préoccupe de savoir pourquoi Ouaga, est-ce qu'il y a des urbanistes à Ouagadougou, la ville là, on n'arrive pas à faire une lecture de la ville, parce qu'il n'y a pas eu de vision avant, il n'y a pas eu de planification, on ne s'est pas projeté. Aujourd'hui, je prends un exemple pour montrer que
les actions de terrain dévancent la planification. Le schéma directeur du Grand Ouaga a préconisé une voie de contournement sur le Grand Ouaga qui va traverser des communes périphériques qui sont des communes qui ne sont pas des communes de Ouagadougou. Aujourd'hui, le schéma directeur n'est pas encore adopté. Mais la rocade, on a lancé les travaux de la rocade. Cette rocade, ce chantier va entraîner une occupation spatiale de manière anarchique par les populations, par les promoteurs immobiliers à la périphérie de Ouagadougou. Et on aura le Grand Ouaga dans son entièreté, ça fait presque 120 hectares, 120 000 hectares qui sera occupé par la partie centrale, mais aussi par l'étalement de l'habitat dit spontané. Je dis habitat dit spontané parce que c'est des gens qui s'installent avant les aménagements. Et donc, urbanistiquement, nous disons habitat spontané parce que ça dit que les populations s'installent avant qu'il y ait de l'aménagement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qui nous fait vraiment peur, c'est comment gérer cette extension à venir si rien n'est fait. C'est surtout ça. Monsieur Kaboré. Oui. Il y a un plan qui n'est pas encore adopté, et puis bon, il y a des travaux qui sont lancés avec justement, comme il est dit, la possibilité d'installation d'habitat spontané. Et donc, finalement, il n'y aura plus de planification, de vision. Et on va se retrouver encore dans la même situation. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Justement, donc, il n'y a pas de débat ce soir. Tout à fait. Je vais dire que le schéma, justement, il est en cours d'adoption. Et les gouvernants ont tout fait de lancer la construction de la route. Ah non. La rocade est prévue dans le schéma. C'est prévu dans le schéma. Oui, mais maintenant, il dit que justement, les autres, justement... La planification n'est pas faite. Les communes qui sont autour de Ouagadougou n'ont pas de stock, n'ont pas de plan d'occupation des sols. Et c'est ces plans d'occupation des sols qui devaient permettre de donner des règles d'occupation de tout ce qu'il y a dans ce territoire. À l'absence de règles, on s'installe et on achète le terrain, on s'installe et on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, à mon avis, il fallait planifier, faire en sorte que ces communes puissent être dotées de plans d'occupation des sols, qui donnent les règlements d'occupation des sols, et on fait passer la rocade, et on sait qu'aux abords de cette rocade, voilà quelles sont les règles, quels sont les cahiers de charges pour l'occupation de l'espace. Malheureusement, le chantier est lancé et nos amis promoteurs immobiliers sont à la recherche du tracé, là où passe la voie pour acheter le foncier en vue des opérations. Monsieur le ministre. Juste avant que je revenais, je disais le Grand Ouaga inclut les 6 communes rurales citées. Pabré, oui, il a dit. Okay. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que justement, il y a une voie de contournement qui va traverser ces communes. Rien n'est prévu aux alentours de cette voie pour l'instant, sachant l'appétit que les Burkinabés ont pour justement ces genres d'installation. Donc, il suffit que la voie soit tracée dans 36 mois et les gens viendront s'installer. Les promoteurs immobiliers, s'ils vont acquérir des terres pour faire, j'imagine, la promotion immobilière, la loi prévoit que le projet immobilier doit être approuvé par le ministère de l'Urbanisme. Et si ce n'est pas le cas, vous allez retirer. Si ce n'est pas le cas, je dirais même qu'ils travaillent à ces risques et périls. Parce que quand on acquiert des terres, on se dit promoteur immobilier, on acquiert des terres pour faire la promotion immobilière dans une zone qui n'est pas prévue pour la promotion immobilière, il va sans dire qu'il n'aura pas de projet immobilier validé. Voilà. Monsieur Ouedraogo. Voilà, merci. En fait, ces problèmes... Est-ce que c'est pas l'exemple type, peut-être, des problèmes qui ne sont pas résolus, puis bon, on se lance vers d'autres activités de lotissement? En fait, avec cette histoire de rocade. Ces problèmes de la rocade et tant d'autres et procèdent d'un même fait. C'est la non-application des textes en vigueur.
Sinon, vous savez... il faut qu'il y ait des textes, puisque là, c'est même pas encore... Non, les textes existent. Les documents existent. Hein. Le problème, c'est que les terres de promotion immobilière sont prescrites par les schémas. On ne les implante pas n'importe où comme on le voit actuellement. Parce que le comportement des promoteurs immobiliers actuellement, c'est aller payer les terrains avec les particuliers, les propriétaires terriens. Et puis, sur la base du fait qu'ils ont déjà l'agrément. Mais cet agrément, comme le rappelle M. Kaboré, n'est que l'autorisation. Mais son projet immobilier ou foncier doit être approuvé par le ministère. Donc, une mobilisation de terres pour un projet qui n'est pas approuvé, ces terres ne peuvent pas être utilisées au titre de la promotion immobilière. Donc, il y a tout ça, mais... Ça, ce n'est pas Gouama qui le fait. C'est des gens qui ont des soutiens peut-être politiques. Non, peut-être. Ils savent qu'ils ne seront jamais inquiétés, Absolument. qui ont des pouvoirs financiers, qui ont des protecteurs peut-être. Absolument. Si ce n'est pas ça, voilà. Voilà. Il termine, après vous allez... Oui. Donc, finalement, c'est le fait que, malheureusement, on entre timidement dans l'état de droit. Les gens ne veulent pas appliquer la réglementation en vigueur. Je me demande pourquoi continuer de réglementer, parce qu'on a tellement de beaux textes au Burkina Faso. Mais vous êtes là pour défendre le ministère de... Non, mais je parle ici, quand on parle de la gestion du foncier, c'est tous les acteurs qui sont concernés. Oui, mais sauf que nous sommes en controverse, qu'il faut que vous restez dans votre argumentaire. Il y a déjà 2 personnes qui défendent la position contraire. Non, sinon moi j'étais en train de montrer que la pagaille entre griffes actuelle est liée à la non-application des textes. Dû à qui? Et pour moi, d'abord, la méconnaissance, l'ignorance des textes par les acteurs, la non-maîtrise des textes par les acteurs. Même ces promoteurs et les propriétaires coutumiers, les promoteurs, ils ne connaissent pas le contenu des textes. Alors, M. Nebié, vous n'avez pas pris la parole depuis un bout de temps. Il parle de la méconnaissance des textes. Est-ce que là, peut-être, ça concerne ceux qui s'installent et puis qui attendent forcément d'avoir les parcelles, alors que le rôle de l'État n'est pas de distribuer quand même des parcelles, c'est peut-être de trouver des logements. Oui, mais il faut qu'on soit quand même honnête pour savoir que c'est encore la responsabilité de l'État de faire connaître les textes. Vous voulez que ces promoteurs immobiliers qui agissent... Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, mais ce sont les mêmes qui protègent ceux-là qui feignent d'ignorer la loi. Quand vous prenez les promoteurs immobiliers, par exemple, vous regardez dans le même rapport d'enquête parlementaire, les gens qui n'ont pas de projet immobilier. Absolument. Mais qu'est-ce que la recommandation dit? On leur donne 6 mois, le temps que, bien sûr, ils fassent régulariser leur situation. Et ça se fait. Pour certains. Oui, et c'est ce qui s'est fait. Avec de telles pratiques, je suis étonné que ceux-là même qui doivent veiller à ce que les textes soient appliqués viennent dire non, que les gens ne connaissent pas les textes, les gens n'appliquent pas les textes. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Moi, par exemple, je n'ai pas de logement. Je n'en ai pas. Parce que j'ai fait... Non, je n'en ai pas. Je suis dans une zone non lotie. Vous avez un logement? Non, je le dis, parce que c'est ça que vous qualifiez d'habitat spontané. Laissez-moi terminer. Alors, j'ai fait une première zone non lotie. On est venu, on a fait l'attribution des parcelles. Je n'ai pas eu. Je pars à la deuxième zone. Je n'ai pas eu. Je continue toujours. Mais je vais aller où? Je ne vais pas aller vivre sur une autre planète. Mon pays, c'est le Burkina Faso. Vous voulez que moi j'aille loger où? C'est des gens qui ont détourné des parcelles. Oui. Et on ne leur a pas appliqué ces textes. Il y a des textes au Burkina qu'on peut leur appliquer. Par exemple, quand vous prenez le même rapport d'enquête parlementaire, où on dit que l'ex-maire de Bouloumigou, Séraphine Ouedraogo, a détourné 2000 parcelles. Ou encore l'ex-maire de Signoguin, Pascal Tiga Ouedraogo, a détourné 500 parcelles.
C'est passé où? C'est présumé parce que jusque-là, la justice n'a pas confirmé Voilà, sa culpabilité. Ah non, il faut faire très attention à ces... Il faut, oui. Voilà. Non, c'est Pour le l'instant, terme du rapport. le dossier, je pense, est entre les mains de la justice. Oui, mais c'est le terme du rapport. Voilà. Je vais dire, S'il y a c'est que quelqu'un monsieur qu'on doit traîner devant la justice, c'est d'abord ceux-là qui ont rédigé ce rapport. Moi, Monsieur Nébier reste je m'appuie sur ce toujours rapport. Je suis dans d'accord avec vous, je l'ai lu le aussi. passif. Vous êtes toujours dans le passif. Et Sinon, vous m'avez pas permis d'avoir Alors, la question de la restructuration. excusez-moi, je Sinon, vais j'en m'adresser à la Enlève, régie qui peut faire intervenir d'un moment à l'autre les téléspectateurs qui peuvent nous appeler pour intervenir dans le débat. Ok, alors on est actuellement dans le débat de... Nous sommes dans le mesure passif. est levée. Oui. La mesure est levée, Nous Voilà. sommes revenus dans le passif, Oui, mais- monsieur Kaboré. mais on est parti de... Oui, voilà. de la levée. Voilà. Donc, j'ai dit au début que, effectivement, on reconnaît que de 1995 jusqu'à 2015, il y a eu des dérives. On l'a tous, et nous sommes tous comptables. Ce n'est pas des Martiens qui ont administré le Burkina en cette période. C'est nous tous, nous étions là, ça se faisait, on était présents. Ok. Monsieur Aujourd'hui, Nébier, à vous partir étiez de là. maintenant, Monsieur Nébier était dans À le partir non-loti, de il attendait maintenant- une parcelle. Oui, moi, je ne fais que suivi jusque-là. Voilà. oui, à partir, Et ce que c'est je à défends partir de aussi, maintenant, je pense Absolument. qu'on est en train de se projeter. Après, en fait, Et je c'est prends là où l'exemple de je M. dis, Nébier pour dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés justement qui étaient dans les cette textes situation. vont être dorénavant respectés dans leur rigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils de planification, quand ils seront élaborés, on a mis, par exemple dans les régions, une structure de suivi de la mise en œuvre de ces schémas-là. Donc c'est pour dire que tout le dispositif est pris de sorte que dorénavant, c'est pourquoi j'ai cité, je ne suis pas allé jusqu'à la fin des propositions, parce que dans l'enquête, si on C'est revient à l'occasion pour l'enquête vous de les voilà. citer justement. Vous avez la parole. C'est pourquoi je vais voilà. commencer. Vous faites Je disais allusion à tantôt vos que propositions. le recensement systématique avec paiement là était une source énorme de problèmes. Parce que avec 1000 francs, on pouvait prêter 1000 francs, aller s'aligner, prendre un ticket et on s'attend à une parcelle. Plus jamais ça. Il faut qu'on arrête ça. Plus de contribution au lotissement parce que déjà, on ne lotissait que pour ceux qui avaient l'argent. Puisque si 100 000, si quelqu'un ne peut pas trouver 100 000, il est exclu. Peut-être que vous étiez dans ce cas, ce qui a fait que n'ayant pas 100 000, vous avez... Bon, ça c'est juste pour vous taquiner, n'est-ce pas? Donc, le lotissement doit être financé. Ensuite, j'avais dit qu'il faut respecter les critères pour l'autorisation. Okay. Après ça, il y a aussi les questions, il n'y a plus de commission d'attribution de parcelles. C'est fini ça. Voilà, on parle de cession de terre et les modes d'accès sont prévus, bon, pour ne pas faire les détails. Ensuite, on a prévu également qu'il y ait la poursuite de la déconcentration des structures chargées de la gestion du foncier au niveau des communes pour jouer le rôle conseil et aussi accompagner les communes. Il faut moderniser l'administration, comme il l'a dit, mais pour le moment, il faut apurer parce qu'on crie à tort qu'il faut informatiser, il faut informatiser. Ok, mais si par exemple aujourd'hui une parcelle est litigieuse, si on l'a saisit, on l'informatise, on a fait que transposer, on a transposé le problème du papier au numérique. Donc il faut apurer ces questions. Et il y a des outils qui sont prévus aujourd'hui pour ça. Il y a le système d'information urbain, il y a le système d'information foncière qui sont des propositions. Bon, le système d'information foncière est déjà en gestation. Tout ça, ce sont des outils qui vont permettre de gérer. Donc, si vous regardez bien, aujourd'hui, si on a les outils, si on les respecte, j'ai dit que dans les outils, la programmation des lotissements est prévue. Et si on l'outil en fonction de ce qui est prévu et pour des besoins réels, en suivant les textes, comme on dit, je pense que beaucoup de problèmes seront résolus. Parce qu'une chose, juste pour terminer, une chose est là, c'est que les problèmes fonciers ne finiront jamais. Il y aura toujours. Mais au moins, nous avons la chance, comme il a dit, d'avoir
des structures, des institutions, des textes juridiques pour encadrer tout ça. Malheureusement, comme je dis, ça n'a pas été, mais à partir de maintenant, la vision est que ces textes-là qui vont être toilettés également vont permettre de mieux gérer ces questions-là. On va prendre Ousmane Ilboudo qui nous appelle de Ouagadougou, puisqu'il n'y a pas de débat sur ce plateau, peut-être qu'il va provoquer le débat. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma préoccupation est la suivante, c'est d'ailleurs une crainte, parce que en tant que citoyen burkinabé, je pense que j'ai le droit au logement et l'État, les politiques doivent en fait développer des stratégies, des politiques de logement pour permettre à ce que les citoyens burkinabés puissent quand même avoir des logements décents. Maintenant, ma peur, ma crainte est que l'État se désengage de tout ça et met le problème du logement entre les mains des promoteurs, voilà, et des privés. Bon, peut-être que ce sont des copains politiques. Voilà, ce sont des copains politiques. On a par exemple la possibilité, par exemple, de faire le lotissement partout. Et puis, bon, finalement, c'est sûr qu'en fait, les grands moyens qui doivent pouvoir en fait se loger. Et le pauvre, lui, vous le mettez où? Il est pourtant burkinabé, il est pauvre. Il a le droit, en fait, au logement. Bon, moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus cela. Et on laisse, c'est à l'approche, donc, des campagnes, peut-être, que l'on... Allô? 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 Tu m'entends? Il y a eu des campagnes, il y a eu des forats organisés par ONU Habitat. C'est ce qu'on appelle la sécurité d'occupation foncière, qui demande au gouvernement de ne pas déplacer systématiquement les populations à l'occasion d'aménagements urbains quand le terrain est déjà occupé. C'est une directive mondiale qui est appliquée également au Burkina Faso. Maintenant, comment réaliser la restructuration? Comme le représentant des urbanistes l'a dit, il faut prévoir, puisque quand on parle de restructuration, ça veut dire que l'espace... Est-ce que c'est ce qui est fait? Vous parlez de ce que peut-être le ministère a prévu en l'espèce. C'est ce que je suis en train de lui dire. Ok. C'est-à-dire que toutes les restructurations se font quand on applique un plan de restructuration. C'est ça le cas de Burkina. Voilà, partout. Il y a des gens qui n'auront plus de place sur les lieux, parce que leurs maisons vont être occupées par une route ou bien par un dispensaire, etc. Et il faut recaser ces personnes. Même dans la nouvelle réglementation, on a prévu que cela est comme hypothèse pour recaser les gens. Alors, on me signale que M. Ilboudo est de retour. On va essayer de le prendre. Monsieur Ilboudo, bonsoir. Oui, bonsoir, Simon Bongo.
Moi, ma préoccupation, c'était par rapport aux sociétés immobilières, là. Parce que, en tant que citoyen burkinabé, je trouve, j'ai le droit, par exemple, à avoir un logement. L'État doit faire de telle sorte que tous les Burkinabés puissent quand même avoir des logements, même si tout le monde ne peut pas avoir de logements. En fait, cet engagement de la part donc, de l'État, ces efforts-là, visant en fait à doter en fait de Burkinabés de logements ou de terrains pour que quand même chacun puisse se construire un logement. Et maintenant, ma préoccupation, ma crainte, c'est le fait que l'État, au lieu d'aller dans ce sens, se désengage et met tout ça entre les mains des sociétés immobilières, les privés, qui gèrent maintenant la vie des populations. Moi, je trouve cela pas du tout normal. Je trouve que c'est comme une de responsabilité de l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire? Parce que moi, je pense que l'État doit arrêter ça et puis jouer pleinement ses responsabilités. C'est pour cela, le fait que l'État ne joue pas pleinement ses responsabilités-là, qu'on se retrouve avec une ville qui grandit sans vraiment respecter les normes urbanistes, comme l'urbaniste est en train de le dire là-bas. Effectivement, on voit une ville qui se développe au hasard, voilà, sans respecter les normes. Moi, je suis dans un quartier, par exemple, aménagé par la Sonature, et on a dit les routes, les téléphones, et l'eau et tout ça devrait en fait dévancer les populations sur place. Mais malheureusement, quand on arrive, on a des semblants de routes. Ce ne sont pas des routes. Ils ont pris l'argent, ils sont venus verser la terre, ils n'ont pas fait de vraies routes. Bon, malheureusement, on se retrouve donc dans une zone vraiment marécageuse où à chaque saison, c'est des embourgements de véhicules. Voilà comment fonctionne en fait. Donc moi, je veux que l'État prenne vraiment ses responsabilités, à jouer son rôle pour ne pas laisser la vie des citoyens entre les mains plutôt des sociétés immobilières. C'est là en fait ma préoccupation. Merci. Monsieur Kaboré, Monsieur Ouedraogo, je crois qu'il s'adresse à vous. Il faut que l'État prenne ses responsabilités parce que finalement, on a l'impression que l'État se désengage de la gestion de la question du logement et puis, bon, laisse les citoyens entre les mains des sociétés immobilières. C'est sa position en tout cas. Effectivement, bon, je dirais que la promotion immobilière doit permettre de trouver des logements pour les citoyens parce que, comme il est dit dans la Constitution, voilà, garantir le droit au logement. Donc, la promotion immobilière est une des solutions. Effectivement, aujourd'hui, comme je disais tantôt, je ne suis pas sûr que tout ce qui se dit sur les promoteurs immobiliers, ils ont des projets immobiliers signés. Parce que c'est ça, en fait, la situation. On parle d'accaparement. Et soit dit en passant, il y a une confusion actuellement qui se passe, qui fait que peut-être, en tant que promoteur, société de promoteurs immobiliers, je n'ai pas le cas sur le terrain, mais en tant que promoteur immobilier qui acquiert des terres en dehors des schémas, pour moi, c'est pour, comme je dis, c'est pour faire de la production et de la conservation, ou de la conservation. Et ce sont des terres qui se revendent après aussi, comme il est dit, M. Ouedraogo. Bon, vous savez, le foncier... Finalement, de la spéculation foncière, on va acquérir avec les paysans. Et puis, bon, 2 années plus tard, on vend à un prix un peu plus cher. Et on passe de main en main en entendant peut-être une éventuelle Est-ce que toutes ces transactions-là sont faites avec des documents? Parce que quand vous dites, par exemple, l'exemple d'avoir j'ai 5 hectares, j'ai demandé tantôt, est-ce que vous avez un titre? Si c'est un milieu rural, vous devez avoir l'attestation de possession foncière rurale. Ça, si vous avez ce document, ok. Maintenant, il y a des opérations, ça fait partie des problèmes que nous avons rencontrés, justement. La vente illicite des terrains en zone non aménagée. Mais il est très difficile aujourd'hui de ce phénomène-là. Je veux dire, ce qui se passe
pendant que nous sommes en train d'échanger, peut-être que les terres sont en train d'être vendues entre individus. Des citoyens qui quittent Ouagadougou pour aller dans Mais encore une fois, l'habitat spontané, que vous n'aimez pas qu'on dise, l'occupation des zones non aménagées est interdite. Okay? Donc, si toutes ces transactions-là se font avec des titres, il est clair qu'à un moment donné, on verra clair. Mais ce qui se passe, incivisme ou bien accepter que c'est difficile de cerner ce secteur informel-là. Voilà. On va prendre Roger Cambiré qui nous appelle de Djebougou pour sa question. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, moi, ma préoccupation est la suivante. Alors, au niveau... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, au niveau de la commune de Djebougou, il y a des individus, par exemple, qui sont accaparés en tout cas des terres où ils ont fait des bornages. Plusieurs hectares pour un seul individu. Et aujourd'hui, avec la levée de la suspension des lotissements, au niveau de Djebougou, on apprend un peu partout qu'il n'y a plus d'espace pour un probable lotissement. Alors moi, ma question, qu'est-ce que le ministère compte faire pour ces cas de figure, c'est-à-dire les personnes qui ont occupé les grandes surfaces, alors que le grand nombre attend en tout cas qu'il y ait lotissement, afin que chacun puisse en tout cas avoir son lopin de terre où il espère vivre tranquillement. C'était ma préoccupation. Merci, M. Cambiré, de nous avoir appelés. Okay. Pour ce cas, si les terres, parce que si les terres sont en dehors du schéma de Djebougou, il va sans dire qu'on est en milieu rural et comme j'ai dit, la vocation de ces terres, c'est connu, c'est pour l'agro-silvopastoralisme. Donc, si un promoteur acquiert des terres à ce niveau, fait un projet immobilier, il n'aura jamais l'autorisation. C'est là où il faut qu'on accepte que dorénavant, ça va se passer comme ça. OK? Donc, alors, si actuellement, à l'intérieur du schéma, c'est ça qui constitue les terres urbaines. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Je ne pense pas qu'actuellement, avec le dispositif mis en place, quelqu'un puisse aller comme ça, acquérir des terres dans l'espace du schéma. Et si c'était le cas? Bon, comme je n'ai pas ça sous les yeux, non, je ne pense pas. Qu'est-ce que la loi prévoit justement? C'est quoi on veut savoir? Comme moi, je pense que si c'est le cas, au pire, c'est ça que j'ai dit tantôt, puisque même quand on interdit d'occuper, on doit veiller à ce qu'on n'occupe pas. Si malgré tout les gens occupent, on doit les déguerpir. Voilà. J'ai dit qu'il y a la loi sur les PAP, les personnes affectées par les projets, qui prévoit des modes de dédommagement pour déguerpir les gens et libérer l'espace pour les aménagements. Voilà. Monsieur Ouedraogo, en entendant peut-être... compléter avant que... Compléter, oui. Voilà. Parce que je me dis que vis-à-vis des problèmes rapportés par M. Cambiré, il ne faut pas non plus occulter la responsabilité des maires. Nous sommes dans un contexte de décentralisation. L'État ne gère pas de manière centralisée le territoire national, que la Constitution a divisé en collectivités territoriales. Donc il y a une grande responsabilité des maires dans ce qui se passe et dans ce qui s'est passé. Donc ça que je voulais rappeler, parce que quand un maire ne doit pas être passif, quand on occupe une partie de son territoire, puisque c'est le maire qui donne les titres d'occupation des terres sur ce territoire-là, si ce n'est l'État. C'est le maire et l'État. D'accord, on a compris, on va prendre Bonaventure Ouedraogo qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai 3 préoccupations en rapport avec l'appurement du passif foncier. Et la première préoccupation, c'était pour savoir ce qu'on a fait
pour ce qu'on fera des travaux de l'ancienne commission, des anciennes commissions ad hoc de Ouaga et de Bobo. Les nouvelles commissions vont-elles recommencer à zéro le travail déjà fait ou bien utiliser les anciens travaux? Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux travaux de la commission d'enquête parlementaire. Cette commission a épinglé des individus s'étant accaparés impunément de certaines parcelles. Quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour que justice soit faite? Et enfin, la dernière préoccupation, pourquoi l'on permet aux promoteurs immobiliers de continuer à s'accaparer des terres pendant que les lotissements sont suspendus à Ouaga et à Bobo, tout en sachant que le citoyen lambda ne peut pas disposer de dizaines de millions pour avoir une parcelle, pour avoir ou bien une villa à des coûts de millions. Merci. Vous allez aller rapidement, succinctement. Sur oui. l'appurement du passif du foncier, en ce qui concerne les dossiers de Ouaga et Bobo, c'est ça que j'ai dit au début. Les dossiers, nous les avons récupérés, nous les avons classés, archivés. Les commissions qui vont être mises en place. À Ouagadougou, je rappelle, il y a 10 arrondissements qui sont concernés. Dans chaque arrondissement, il y aura une commission ad hoc. À Bobo, c'est les 7 arrondissements qui sont concernés. Chaque arrondissement aura sa commission ad hoc. Donc, c'est ça, cette fois-ci, il ne s'agit plus d'enregistrer des requêtes, des plaintes, mais ce sont les plaintes qu'ils ont enregistrées en 2017. Ils n'ont pas eu le temps de traiter. C'est pour cela, cette fois-ci, on leur donne 6 mois à partir de leur installation. Et je dis en passant qu'ils vont prêter serment, les membres des commissions-là, pour faire le travail, parce que, voilà, pour donner un peu... voilà. Donc, ils ont 6 mois pour cette fois-ci traiter en profondeur les problèmes qu'ils n'ont pas pu faire en 2017. Les personnes qui ont été épinglées. Alors, justement, pour ce qui concerne, par exemple, on parle de parcelles, il faut d'abord les identifier, etc., etc. Et quand on transmet, beaucoup de dossiers sont transmis à la justice. Actuellement, c'est des informations complémentaires qu'ils souhaitent avoir. Et comme on le dit souvent, quand le dossier arrive en justice, bon, voilà, les séparations font que la justice a son rythme que nous ne contrôlons pas. Okay. Donc, il y a des dossiers. Donc, des dossiers ont été envoyés en justice. Oui, les maires ont été épinglés, avaient même été interpellés, etc., etc. Oui, il y en a qui étaient épinglés, mais il y en a d'autres aussi qui n'ont jamais dans ce que nous avons fait comme travail, il y a des dossiers aussi qui iront en justice. Mais comme c'est un travail, un rapport global, on n'envoie pas commune par commune. C'est ce que je dis souvent. Les gens regardent leurs problèmes au niveau micro. J'ai mon problème, je veux qu'on résolve ça. Ok, je suis d'accord, mais l'État a aussi la vision macro. C'est-à-dire, déjà, l'enquête parlementaire a couvert 10 régions. Il faut avoir l'ensemble des problèmes. Tous les problèmes qui doivent aller en justice feront un paquet et seront transmis en justice. Toutes les questions, les solutions pour les difficultés rencontrées seront traitées parce que dans les propositions, il est prévu les structures de mise en œuvre. Il est prévu les délais de mise en œuvre et quand c'est possible, on a mis l'évaluation en termes de montant financier qu'il faut pour réaliser, pour mettre en œuvre la solution. Question maintenant. Le promoteur immobilier qui continue toujours de... Oui, ça rejoint on a déjà évoqué le sujet. Ça rejoint ce qu'on a dit depuis jusque-là. Mais en 2 mots, ça veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont jamais été autorisés... Parce que bon, quand on dit le promoteur, ça veut dire que ne faut pas prendre tout de suite aussi la promotion immobilière. Parce que, comme je dis, il y a une loi déjà sur la promotion. C'est que l'État veut autoriser cette activité. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ce soir, sur ce plateau, n'ayant pas un document avec ces emplacements des terrains dont on dit, il m'est difficile vraiment
Je dis simplement que un projet immobilier est validé au niveau du ministère. Voilà. Tant que ce n'est pas Tant validé, que ce n'est pas validé, tout ce comme qui est fait, on peut classer ça dans les... Voilà. D'activités agricoles ou... Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Monsieur Salifou Kabouri, vous êtes le président de la cellule de coordination de la commission interministérielle ad hoc sur l'appurement du passif. Vous étiez sur ce plateau au nom du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'urbanisme. Voilà. Monsieur Daouda Ouedraogo, vous êtes de l'association des urbanistes du Burkina. Vous étiez avec nous également. Monsieur Souleymane Ouedraogo, consultant, conseiller au niveau de la commission ad hoc. Et puis, avec nous aussi, monsieur Pama Nebié, secrétaire général de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. On retient qu'il n'y a pas eu de débat ce soir, puisque finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup d'urbanistes sur ce plateau. Donc, les points de vue ont beaucoup plus convergé, mais quand même, les questions qui ont été posées ont permis de comprendre un certain nombre de faits et de savoir que même si vous mobilisez 150 hectares comme terre rurale, le ministère est en plein droit de les déposséder à un... Juste parce que quand vous dites 150 hectares, ça peut... Parce que là encore, la loi sur le foncier rural a tronçonné. Moins de 10 hectares, là, il n'y a pas de... Vous pouvez... Mais de 10 à 50 hectares, il faut l'avis du conseil municipal. Okay. De 50 à 100 hectares, il faut l'avis du ministre, du ministre concerné par l'activité, celui de l'économie et des finances. Après 100 hectares, plus de 100 hectares, il faut le conseil des ministres pour... donc, bon, voilà. C'est pas ce qui est difficile à réunir, non? On va s'arrêter. C'est très important parce que ça permet d'éclairer. C'est pourquoi je vous ai permis d'intervenir. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Draman Dadian vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal.